Voilà à peu près la formule de l'acte conjugal dont je propose l'exécution. À la lecture de ce bizarre écrit, je vois s'élever contre moi les Tartuffes, les Bégueules, le clergé et toute la séquelle infernale. Mais combien il offrira aux sages de moyens moraux pour arriver à la perfectibilité d'un gouvernement heureux. J'en vais donner en peu de mots la preuve physique. Le riche épicurien sans enfant trouve fort bon d'aller chez son voisin pauvre augmenter sa famille. Lorsqu'il y aura une loi qui autorisera la femme du pauvre à faire adopter au riche ses enfants, les liens de la société seront plus resserrés, et les mœurs plus épurées. Cette loi conservera peut-être le bien de la communauté, et retiendra le désordre qui conduit tant de victimes dans les hospices de l'opprobre, de la bassesse et de la dégénération des principes humains, où, depuis longtemps, gémit la nature. Que les détracteurs de la saine philosophie cessent donc de se récrier contre les mœurs primitives, ou qu'ils aillent se perdre dans la source de leurs citations. Je voudrais encore une loi qui avantageât les veuves et les demoiselles trompées par les fausses promesses d'un homme à qui elles se seraient attachées. Je voudrais, dis-je, que cette loi forçât un inconstant à tenir ses engagements, ou à une indemnité proportionnée à sa fortune. Je voudrais encore que cette loi fût rigoureuse contre les femmes, du moins pour celles qui auraient le front de recourir à une loi qu'elles auraient elles-mêmes enfreinte par leur inconduite, si la preuve en était faite. Je voudrais, en même temps, comme je l'ai exposé dans Le bonheur primitif de l'homme, en 1788, que les filles publiques fussent placées dans des quartiers désignés. Ce ne sont pas les femmes publiques qui contribuent le plus à la dépravation des mœurs, ce sont les femmes de la société. En restaurant les dernières, on modifie les premières. Cette chaîne d'union fraternelle offrira d'abord le désordre, mais par les suites, elle produira à la fin un ensemble parfait. J'offre un moyen invincible pour élever l'âme des femmes. C'est de les joindre à tous les exercices de l'homme. Si l'homme s'obstine à trouver ce moyen impraticable, qu'il partage sa fortune avec la femme, non à son caprice, mais par la sagesse des lois. Le préjugé tombe, les mœurs s'épurent, et la nature reprend tous ses droits. Ajoutez-y le mariage des prêtres. Le roi, raffermi sur son trône, et le gouvernement français ne saurait plus périr. Introduction en 1791, Olympe de Gouges publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, une réponse audacieuse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui avait omis les femmes dans sa quête d'égalité et de liberté. Féministe avant l'heure, elle utilise sa plume pour revendiquer les droits civils et politiques des femmes, cherchant à élargir les principes révolutionnaires à toute la société, sans distinction de genre. Le passage étudié se situe dans le postambule de sa déclaration, juste après la présentation de l'acte conjugal proposé entre l'homme et la femme. Olympe de Gouges y défend ardemment son projet de loi sur le mariage et les droits des femmes. Problématique. Quelle stratégie Olympe de Gouges utilise-t-elle pour défendre l'acte conjugal qu'elle souhaite voir adopté? Pour répondre à cette question, nous analyserons le texte en 3 mouvements. Tout d'abord, la défense et l'illustration de son projet de loi, lignes 1 à 20. Ensuite, la description pleine d'espoir d'une loi protégeant toutes les femmes, lignes 21 à 29. Enfin, l'expression de sa foi en une loi égalitaire pour rétablir l'équilibre dans la société, lignes 30 à 38. Premier mouvement. Défense et illustration de son projet de loi, lignes 1 à 20. Dès le début du passage, Olympe de Gouges affirme sa position en tant qu'auteure et promotrice de l'acte conjugal qu'elle vient de proposer. Voilà à peu près la formule de l'acte conjugal dont je propose l'exécution. L'utilisation du verbe « proposer » souligne sa volonté active de changer la société, tandis que le démonstratif « ce » dans ce bizarre écrit montre qu'elle est consciente du caractère novateur, voire déroutant, de son texte. Elle anticipe les critiques en déclarant « Je vois s'élever contre moi les Tartuffes, les Bégueules, le clergé et toute la séquelle infernale. » Par une énumération ironique et péjorative, elle dénonce ses opposants, les assimilant à des hypocrites et des conservateurs. L'hypotypose crée une image vivante de cette opposition, renforçant son positionnement courageux face à l'adversité. Malgré les attaques prévisibles,
Elle demeure optimiste quant aux effets bénéfiques de sa proposition. Mais combien il offrira aux sages de moyens moraux pour arriver à la perfectibilité d'un gouvernement heureux? L'emploi du futur simple de l'indicatif offrira, aura, autorisera, seront, conservera, retiendra, traduit sa confiance en l'avenir et en l'impact positif de la loi qu'elle préconise. Elle illustre son propos avec l'exemple du riche épicurien sans enfant, qui pourrait augmenter la famille de son voisin pauvre. Cette opposition entre le présent trouve fort bon, et le futur, il y aura une loi qui autorisera, montre comment la loi pourrait transformer des pratiques existantes en actes légitimes et bénéfiques pour la société. Le vocabulaire utilisé est fortement connoté, opposant des termes mélioratifs, plus resserrés, plus épurés, le bien, à des termes péjoratifs, le désordre, opprobre, bassesse, dégénération. Cette dichotomie sert à mettre en évidence les avantages de sa proposition par rapport aux maux actuels de la société. Enfin, elle fait appel au registre pathétique en évoquant tant de victimes qui gémit la nature, cherchant à susciter l'émotion et la compassion du lecteur. Transition. Après avoir défendu son projet de loi en soulignant ses bénéfices pour la société, Olympe de Gouges détaille les mesures qu'elle souhaite voir mises en place pour protéger les femmes. Deuxième mouvement: description d'une loi protectrice pour toutes les femmes, lignes 21 à 29. Olympe de Gouges exprime ses souhaits à travers une anaphore marquée par la répétition de « je voudrais ». Je voudrais encore une loi qui avantageât les veuves et les demoiselles trompées. Je voudrais, dis-je, que cette loi forçât un inconstant à tenir ses engagements. Je voudrais encore que cette loi fût rigoureuse contre les femmes. Cette insistance met en relief ses aspirations profondes pour une justice équitable entre les sexes. Elle aborde des situations concrètes où les femmes sont lésées. Les veuves, les femmes trompées par des promesses non tenues, et même les femmes coupables d'inconduite. Le vocabulaire utilisé mêle des termes moraux, trompés, fausses promesses, inconstant, inconduite, dépravation, et des termes juridiques ou financiers, avantageat, indemnité proportionnée, forçat à tenir ses engagements, rigoureuse. Cela souligne son désir d'ancrer ses propositions dans un cadre légal solide. Olympe de Gouges envisage également des mesures pour les filles publiques, proposant qu'elles soient placées dans des quartiers désignés. Elle considère que ce ne sont pas elles qui contribuent le plus à la dépravation des mœurs, mais plutôt les femmes de la société. Elle appelle ainsi à une réforme morale globale, où l'amélioration des mœurs des unes entraînera celle des autres. En restaurant les dernières, on modifie les premières. L'utilisation du futur offrira, produira, et des connecteurs temporels, d'abord, par les suites, à la fin, traduit son espoir en une évolution positive de la société. Elle reconnaît que cette chaîne d'union fraternelle offrira d'abord le désordre, mais affirme qu'elle produira à la fin un ensemble parfait. Cette progression temporelle illustre sa vision d'un progrès social qui nécessite du temps et de la patience. Transition. Forte de ses propositions, Olympe de Gouges conclut en affirmant sa foi inébranlable en la capacité de cette loi à rétablir l'équilibre social et politique. Troisième mouvement. Foi en une loi égalitaire pour rétablir l'équilibre social, lignes 30 à 38. Dans le dernier mouvement, Olympe de Gouges affirme « J'offre un moyen invincible pour élever l'âme des femmes ». Le terme « invincible » confère à sa proposition une force incontestable, presque guerrière, suggérant qu'aucun obstacle ne saurait entraver son projet. Elle préconise d'associer les femmes à tous les exercices de l'homme, prônant une égalité totale dans tous les domaines. Elle anticipe les objections masculines, si l'homme s'obstine à trouver ce moyen impraticable, et propose une alternative, qu'il partage sa fortune avec la femme, non à son caprice, mais par la sagesse des lois. Ici, elle insiste sur le rôle de la loi comme garant de l'équité, dépassant les caprices individuels. L'emploi du présent de l'indicatif offre, s'obstine, partage, tombe, s'épure, donne à son discours une dimension intemporelle, comme si ses actions étaient en train de se réaliser ou étaient inéluctables.
Elle affirme que le préjugé tombe, les mœurs s'épurent, et la nature reprend tous ses droits, suggérant un retour à un état naturel et juste. L'impératif « ajoutez-y le mariage des prêtres » montre qu'elle ne se contente pas de réformer la société laïque, mais qu'elle souhaite également transformer les institutions religieuses. En permettant aux prêtres de se marier, elle estime que le roi, raffermi sur son trône, et le gouvernement français ne sauraient plus périr. Elle lie ainsi la stabilité politique du pays à la reconnaissance des droits des femmes et à l'égalité des sexes. Le rythme ternaire des phrases complexes renforce l'harmonie de son propos et souligne l'équilibre qu'elle souhaite instaurer dans la société. Les groupes nominaux, abstraits tels que la sagesse de la loi, la nature, le gouvernement français, montrent l'ampleur de sa réflexion, qui dépasse le simple cadre des relations hommes-femmes pour englober l'organisation politique et morale de la nation. Conclusion au travers de ce passage, Olympe de Gouges déploie une stratégie argumentative puissante pour défendre l'acte conjugal qu'elle propose. Elle anticipe les critiques avec ironie, utilise des exemples concrets pour illustrer les bienfaits de sa loi, et exprime une foi profonde dans la capacité de cette loi à transformer la société en profondeur. Son plaidoyer est marqué par une volonté de justice et d'égalité, non seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble de la société. Elle envisage une réforme globale qui touche aux mœurs, aux lois civiles et religieuses, et à la stabilité politique du pays. Sa vision audacieuse et novatrice fait d'elle une figure précurseur du féminisme, dont les idées résonnent encore aujourd'hui.